1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 8. Il l'avait fait à la fin, il l'avait fait. La pièce dans laquelle il se trouvait était longue et éclairée d'une lumière douce. La voix diminuée du télécran n'était plus qu'un murmure bas. La richesse du tapis bleu sombre donnait quand on marchait l'impression du velours. À l'extrémité de la pièce, O'Brien, assis à une table sous une lampe à abat-jour vert, avait de chaque côté de lui un monceau de papier. Il n'avait pas pris la peine de lever les yeux quand le domestique avait introduit Winston et Julia. Le cœur de Winston battait si fort qu'il se demandait s'il pourrait parler. Il l'avait fait, il l'avait fait. C'est tout ce qu'il pouvait penser. Cela avait été un acte imprudent de venir là et une pure folie d'arriver ensemble, bien qu'à la vérité, ils fussent venus par des chemins différents et ne se soient rencontrés qu'à la porte d'Aubrienne. Mais de marcher seulement dans un tel lieu demandait un effort des nerfs. Ce n'était qu'en de très rares occasions qu'on voyait l'intérieur d'appartements de membres du parti intérieur, ou même que l'on pénétrait dans le quartier de la ville où ils vivaient. L'atmosphère générale de l'énorme bloc d'appartements, la richesse et les vastes dimensions de tout ce qui s'y trouvait, les odeurs non familières de la bonne nourriture et du bon tabac, les ascenseurs silencieux et incroyablement rapides qui montaient et descendaient sans secousse, les serviteurs, en veste blanche, qui se dépêchaient çà et là, tout était intimidant. Quoiqu'il eût un bon prétexte pour venir là, Winston était hanté à chaque pas par la crainte qu'un garde en uniforme noir n'apparaisse soudain à un détour, ne lui demande ses papiers et ne lui ordonne de sortir. Le domestique d'Aubrienne, cependant, les avait reçus tous deux sans hésitation. C'était un petit homme aux cheveux noirs, vêtu d'une veste blanche, qui avait un visage en forme de losange, absolument sans expression, qui pouvait être un visage de Chinois. Dans le passage à travers lequel il les conduisit, le parquet était couvert d'un épais tapis, les murs étaient couverts d'un papier crème, les lambris étaient blancs, le tout d'une propreté exquise. Cela aussi était intimidant. Winston ne pouvait se rappeler avoir jamais vu un couloir dont les murs ne fussent pas salis par le frottement des corps. O'Brien avait entre les mains un bout de papier et semblait l'étudier attentivement. Son lourd visage, penché de telle sorte qu'on pouvait voir la ligne de son nez, paraissait à la fois formidable et intelligent. Pendant peut-être 20 secondes, il resta assis sans bouger. Puis, il rapprocha de lui le phonoscript et lança un message dans le jargon hybride des ministères. Item 1,5,7 approuvé entièrement. Stop. Suggestion contenue. Item 6 absolument ridicule. Frisant crime pensé. Annulé. Stop. Interrompre. Construction sage d'abord. Avoir estimation plus complète. Machinerie aérienne. Stop. Fin message. Il se leva délibérément de sa chaise et s'avança vers eux d'un pas assourdi par le tapis. Un peu de l'atmosphère officielle semblait s'être détachée de lui en même temps que les mots novlangues, mais son expression était plus sombre que de coutume, comme s'il n'était pas content d'être dérangé. La terreur que ressentait Winston fut soudain traversée par une pointe d'embarras. Il lui parut tout à fait possible qu'il eût simplement commis une stupide erreur. Quelle preuve réelle avait-il en effet qu'Aubrienne fût une sorte de conspirateur politique ? Rien qu'un éclair des yeux et une unique remarque équivoque. Or cela, il n'y avait que ses propres secrètes suppositions fondées sur un rêve. Il ne pouvait même pas se rabattre sur le prétexte qu'il était venu emprunter le dictionnaire, car dans ce cas, la présence de Julia ne s'expliquait pas. O'Brien, en passant devant le télécran, fut frappé d'une idée. Il s'arrêta, se tourna et pressa un bouton sur le mur. Il y eut un bruit sec et aigu. La voix s'était arrêtée. Julia laissa échapper un petit cri, une sorte de cri de surprise. Même dans sa panique, Winston fut trop abasourdi pour pouvoir tenir sa langue. « Vous pouvez le fermer » s'exclama-t-il. « Oui, répondit O'Brien, nous pouvons le fermer. Nous avons ce privilège. »
Il était maintenant devant eux. Sa carrure solide dominait celle des deux autres, et l'expression de son visage était encore indéchiffrable. Il attendait avec quelque rigidité que Winston parlât. Mais sur quel sujet? Même alors, on pouvait parfaitement concevoir qu'il était simplement un homme occupé qui se demandait avec irritation pourquoi on l'avait interrompu. Personne ne parlait. Après l'arrêt du télécran, un silence de mort parut régner dans la pièce. Les secondes passaient, énormes. Winston, avec difficulté, continua à tenir les yeux fixés sur ceux de O'Brien. Le visage sombre s'adoucit alors soudain en ce qui aurait pu être une ébauche de sourire. De son geste caractéristique, O'Brien ajusta ses lunettes sur son nez. « Le dirai-je, ou voulez-vous le dire » demanda-t-il. « Je le dirai, répondit promptement Winston. Cette chose est-elle réellement fermée ? Oui, tout est fermé. Nous sommes seuls. Nous sommes venus ici parce que... Il s'arrêta, réalisant pour la première fois le manque de précision de ses propres motifs, comme il ne savait pas en fait quelle sorte d'aide il attendait d'O'Brien. Il ne lui était pas facile de dire pourquoi il était venu. Il poursuivit, conscient que ce qu'il disait devait avoir un son faible et prétentieux. Nous croyons qu'il existe une sorte de conspiration, de secrète organisation qui travaille contre le parti et que vous en êtes un des membres. Nous désirons nous joindre à cette organisation et travailler pour elle. Nous sommes des ennemis du parti. Nous ne croyons pas au principe de Langsock. Nous sommes des criminels par la pensée. Nous commettons l'adultère. Je vous dis cela parce que nous voulons nous mettre à votre merci. Si vous désirez que nous nous accusions d'une autre façon, nous sommes prêts. Winston s'arrêta et regarda par-dessus son épaule, avec la sensation que la porte s'était ouverte. En effet, le petit serviteur, au visage jaune, était entré sans frapper. Winston vit qu'il portait un plateau sur lequel se trouvaient des verres et une carafe. « Martin est des nôtres, dit O'Brien impassible. Par ici les verres, Martin. Déposez-les sur la table ronde. Assez de chaises ? Alors nous ferions aussi bien de nous asseoir confortablement pour parler. Apportez une chaise pour vous, Martin. Nous allons parler affaires. Vous pouvez, pendant 10 minutes, cesser d'être un domestique. » Le petit homme s'assit tout à fait à son aise, et cependant avec encore l'air d'un serviteur, l'air d'un valet jouissant d'un privilège. Winston le regarda du coin de l'œil. Il comprit que l'homme jouait une partie qui engageait toute sa vie, et qu'il estimait dangereux d'abandonner, même pour un instant, la personnalité qu'il avait adoptée. O'Brien saisit la carafe par le col et emplit les verres d'un liquide rouge foncé. Ce geste éveilla chez Winston le souvenir confus de quelque chose qu'il avait vu, il y avait longtemps, sur un mur ou une palissade. Une grande bouteille faite d'arcs électriques, qui semblait s'élever et s'abaisser, et verser son contenu dans un verre. Vue de dessus, la substance paraissait presque noire, mais dans la carafe, elle luisait comme un rubis. Elle avait une odeur aigre-douce. Il vit Julia prendre son verre et le flairer avec une franche curiosité. « Cela s'appelle du vin, dit O'Brien avec un faible sourire. Vous le connaissez par les livres, sans doute. Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup qui aillent au parti extérieur. » Son visage reprit son expression solennelle, et il leva son verre. « Je pense qu'il est bon de commencer par porter un toast à notre chef, Emmanuel Goldstein. » Winston prit son verre avec une certaine avidité. Le vin était un breuvage qu'il connaissait par ses lectures et dont il rêvait. Comme le presse-papier de verre ou les bouts rimés que M. Charrington se rappelait à demi, il appartenait à un passé romantique, disparu. Le vieux temps, comme il l'appelait en secret. Il avait toujours pensé, il ne savait pourquoi, que le vin était excessivement sucré, comme la confiture de mûre, et qu'il avait un effet immédiatement enivrant. En réalité, quand il en vint à l'avaler, il fut tout à fait désappointé. En réalité, après avoir bu du gin pendant des années, c'est à peine s'il était capable de sentir le goût du vin. Il posa le verre vide. « Il existe donc quelqu'un qui est Goldstein ?» demanda-t-il. « Oui, il existe, et il est vivant. Où, je ne sais. »« Et la conspiration, l'organisation, est-elle réelle ? Elle n'est pas simplement une invention de la police de la pensée ? Non, elle est réelle, nous l'appelons la fraternité.
Vous n'en apprendrez jamais beaucoup plus sur la fraternité, or qu'elle existe et que vous en faites partie. J'y reviendrai tout à l'heure. Il regarda sa montre. Il est imprudent, même pour les membres du parti intérieur, de fermer le télécran plus d'une demi-heure. Vous n'auriez pas dû venir ensemble, et il vous faudra partir séparément. Vous, camarade, dit-il, en inclinant la tête dans la direction de Julia, vous allez partir la première. Nous avons environ 20 minutes à notre disposition. Vous comprendrez que je dois commencer par vous poser certaines questions. Qu'êtes-vous préparé à faire en général ? Tout ce dont nous sommes capables, répondit Winston. O'Brien s'était légèrement retourné sur sa chaise, de sorte qu'il faisait face à Winston. Il ignora presque Julia, tenant pour convenu que Winston pouvait parler en son nom. Ses paupières battirent un moment sur ses yeux. Il se mit à poser des questions d'une voix basse, sans expression, comme si c'était une routine, une sorte de catéchisme, dont il connaissait déjà la plupart des réponses. « Êtes-vous prêt à donner vos vies ? » « Oui. » « Êtes-vous prêt à tuer ? » « Oui. » « À commettre des actes de sabotage pouvant entraîner la mort de centaines d'innocents ? » « Oui. » « À trahir votre pays auprès de puissances étrangères ? » « Oui. » « Vous êtes prêt à tromper, à faire des faux, à extorquer, à corrompre les esprits des enfants, à distribuer des drogues qui font naître des habitudes, à encourager la prostitution, à propager les maladies vénériennes, à faire tout ce qui est susceptible de causer la démoralisation du parti et de l'affaiblir. Oui. Si votre intérêt exigeait par exemple que de l'acide sulfurique fût jeté au visage d'un enfant, seriez-vous prêt à le faire ? Oui. Êtes-vous prêt à perdre votre identité et à vivre le reste de votre existence comme garçon de café ou docker ? Oui. Êtes-vous prêt à vous suicider si nous vous l'ordonnons et quand nous vous l'ordonnerons ? Oui. Êtes-vous prêts tous deux à vous séparer et à ne jamais vous revoir ? Non, jeta Julia. Il sembla à Winston qu'un long moment s'écoulait avant qu'il pût répondre. Un instant même, il crut être privé du pouvoir de parler. Sa langue s'agitait sans émettre de son. Elle commençait les premières syllabes d'un mot puis d'un autre, recommençait encore et encore. Il ne savait pas, avant qu'il l'eût dit, quel mot il allait prononcer. « Non, dit-il enfin. »« Vous faites bien de me le faire savoir, dit O'Brien. Il est nécessaire que nous sachions tout. » Il se tourna vers Julia et ajouta, d'une voix un peu plus expressive. « Comprenez-vous que même s'il survit, ce sera peut-être sous l'aspect d'une personne différente. Nous pouvons être obligés de lui donner une autre identité. Son visage, ses gestes, la forme de ses mains, la couleur de ses cheveux, même sa voix seraient différents. Et vous-même pourrez être devenu une personne différente. Nos chirurgiens peuvent changer les gens et les rendre absolument méconnaissables. Il arrive que ce soit nécessaire. Nous faisons même parfois l'amputation d'un membre. » Winston ne put s'empêcher de lancer de côté un autre regard au visage mongolien de Martin. Il ne put voir aucune cicatrice. Julia avait un peu pâli, ce qui fit ressortir ses taches de rousseur, mais elle affronta bravement O'Brien. Elle murmura quelque chose qui ressemblait à un assentiment. « Bien, ainsi c'est réglé.